La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Jeux Olympiques à Milan. Des records qui tombent sur une glace exceptionnelle. Mais là, ils l'ont gagné. Je pense qu'il y avait le sentiment un peu de l'avoir gagné par défaut parce que l'autre équipe était tombée. Là, aujourd'hui, en finale, il était contre les Néerlandaises. Puis les Canadiennes ont fait une course comme seules elles sont capables de le faire. La poursuite par équipe, c'est 3 patineuses qui suivent, puis c'est 6 tours de glace, puis c'est le 1 contre 1, donc le premier qui arrive. En fait, la première équipe que les 3 patineuses franchissent la ligne, c'est celle qui gagne. Transport, PEQ et OMH avec Samuel Parisé. C'est sûr que là, actuellement, on est un peu dans une certaine observation de voir quelles sont nos possibilités. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines discussions en cours avec le régime pour savoir quelles sont les alternatives. C'est sûr que c'est un service qui est quand même utilisé par une partie de notre population. Bibliothèque, relâche et spectacle, le point sur les activités à Grande-Rivière. Oui, ben c'est ça, comme tu disais, le code QR nous amène directement au site de la ville de Grande-Rivière pour directement sur la page de la relâche. Fait qu'il y a vraiment toutes les informations dans un menu accordéon, là, jour par jour. Puis aussi, on nomme aussi là, les activités qui sont disponibles à Sainte-Thérèse. Plan de mobilité active, un déploiement graduel dès 2026. Dans le fond, le plan de mobilité active, c'est de planifier sur un horizon de 7 ans le développement des pieds cyclables et des trottoirs à Chandler. Dans le fond, on vise beaucoup les déplacements actifs, donc des déplacements qui se font à pied, à vélo, trottinette, patin à roues alignées, tout ce qui sert en fait de déplacement avec l'énergie de ton corps. Là. Il faut un village pour élever un enfant. La MRC investit 100 000 $ dans la fondation Étincelle Jeunesse. Effectivement, donc oui, dans le fond, c'est qu'on s'enligne pour un 100 000 sur une période de 3 ans. Donc c'est pour la première année. C'est sûr que ça a été quand même assez facile. On a tous à cœur le bien-être de nos jeunes. Donc dès qu'on a pu mettre quelque chose en place, on s'est assuré qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait y participer aussi. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Nous retrouvons Louis-Michel Lelièvre, journaliste pour Sportcom, qui a quitté les montagnes de Livigno pour s'installer à Milan afin de couvrir la 2e semaine des Jeux Olympiques d'hiver. Dans cette métropole où l'ambiance olympique se mêle au quotidien italien, il a eu le privilège d'assister à sa première médaille d'or en direct, la victoire éclatante de l'équipe canadienne féminine, incluant la québécoise Valérie Maltais, en poursuite par équipe au patinage de vitesse longue piste. Il nous parle de l'incroyable qualité de la glace milanaise et de l'horaire chargé qui l'attend pour les derniers jours de compétition, notamment en patinage de vitesse courte piste et en hockey. Merci de prendre encore un peu de ton temps. Je sais que c'est précieux. Là, as beaucoup de, comme tu dis, tu as beaucoup de travail. Avant que tu nous racontes un petit peu ta journée, je sais que par rapport à là où tu étais la dernière fois, veux-tu nous donner un petit peu ton setup et ton environnement? Il me semble que ça a changé, non? Oui, exact. J'étais à Livigno jusqu'à vendredi, le 13. Mon collègue est venu me rejoindre pour la journée de vendredi. Il y avait une compétition dans les montagnes. Puis en soirée, je suis revenu à Milan pour le reste des Jeux. Donc, je vais couvrir patinage artistique, patinage de vitesse courte piste et longue piste, puis un petit peu de hockey avec les 2 Québécoises là, qui sont dans l'équipe féminine canadienne. Donc, je suis revenu à Milan. Il y a un petit peu moins de transport. Là. Je parlais l'autre fois qu'il y avait 2 heures de transport entre mon hôtel et le site de compétition.
Ici, ça va, c'est les transports en commun à Milan, donc avec le métro, c'est quand même des longs déplacements, mais ça se fait quand même mieux. Les horaires de métro sont plus stables que celles des navettes et des autobus en montagne, donc un petit peu moins de soucis de ce côté-là, mais non, sinon tout va bien à Milan. Il fait très beau là. Ce matin, j'ai été faire mon lavage parce que j'étais dû dans une petite buanderie. J'ai attendu au soleil à l'extérieur, donc ça fait du bien un petit peu là. C'est différent comme paysage un peu que dans les montagnes. Ok. Puis est-ce que tu fais tout le temps les mêmes trajets? Tu te rends toujours à la... Est-ce que c'est une arena qui inclut, j'imagine, sur de différents spots selon les sports que tu couvres? Oui, exactement. Patinage de vitesse courte piste et patinage artistique qui sont au même endroit dans un aréna de patinage artistique. Pour le patinage de vitesse longue piste et pour un des deux arénas de hockey, c'est un autre endroit qui est... En fait, c'est un centre de convention, un centre de congrès qui a été transformé en aréna. C'est vraiment gros, c'est immense. Là, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine là, de gros centres de congrès collés les uns sur les autres. Il y a plein d'expositions qui se déroulent en même temps. Puis les deux derniers emplacements, c'est d'un côté le patinage de vitesse, puis de l'autre côté le hockey. C'est impressionnant, surtout que on s'attendait pas à ce que la glace soit d'aussi bonne qualité, surtout en patinage de vitesse. Puis il y a plein de records olympiques qui sont tombés depuis le début des Jeux. Ce qui est aussi particulier parce qu'on est au niveau de la mer à Milan. D'habitude, c'est quand les arénas sont en altitude. On pense à Calgary, à Salt Lake City, qui sont les glaces les plus rapides habituellement. Mais là, les records tombent ici à Milan. Donc, c'est un excellent travail qui a été fait. Je sais que c'est les experts des glaces aussi de Calgary qui sont venus ici pour donner un coup de main. Mais Oui. c'est spectaculaire parce que c'est pas une glace, c'est une glace temporaire qui sera plus là dans un mois. Donc, c'est vraiment intéressant aussi ce qui est fait ici. Intéressant. Est-ce que tu arrives quand même à vivre un peu avec tout ça, à sentir un peu l'Italie là-dedans? J'imagine que la ville de Milan, ça doit déborder avec le tourisme un peu à cause des Jeux, non? Exact. Honnêtement, si dans les montagnes, on sentait l'engouement des Jeux olympiques, ici à Milan, c'est un petit peu moins. Par contre, j'ai eu la chance de me promener un petit peu. On voit qu'il y a quand même des gens avec des chandails de n'importe quel pays qui sont clairement ici pour encourager. Je vois beaucoup de chandails de hockey, évidemment, là, donc il y a beaucoup de fans qui sont venus probablement pour voir les matchs de hockey. Je me suis promené près de Duomo, là, la grosse cathédrale au milieu de Milan aussi dans les derniers jours. C'est magnifique. Donc, quand je peux marcher un petit peu en ville, je le fais. Mais sinon, l'engouement des jeux, je dirais qu'il est un peu moins grand, j'ai l'impression, parce que c'est tellement une grande ville, puis il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. Je pense que l'Inter Milan jouait un match il y a 2 jours. Donc, tu sais, il y a ça aussi qui continue, puis c'est comme tout à fait normal ici en Italie. Par contre, quand on est dans le site de compétition, autant au patinage artistique qu'au patinage de vitesse, on se sent vraiment aux Jeux olympiques, là. Aux longues pistes, les maîtres du patinage de vitesse, c'est les Néerlandais, puis c'était une vague orange là, autour de la glace dans les derniers jours. Donc, dans les arénas, dans les sites de compétition, on sent vraiment les Jeux olympiques, mais à l'extérieur, je te dirais que c'est peut-être un peu moins présent, probablement que pour les Italiens, les Jeux olympiques, c'est business as usual, peut-être, là, c'est une compétition comme une autre, mais on sent quand même un petit engouement dans la ville, là. Ok. Et puis, tu me l'as appris tout tantôt, là, parce que je suis pas au jour le jour, mais un petit peu quand même. Tu as eu la chance de couvrir une médaille d'or. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement. Poursuite par équipe en patinage de vitesse longue piste aujourd'hui. Valérie Maltais, qui vient de l'Abbé là, au Saguenay, qui reste à Québec, et deux de ses coéquipières qui sont ontariennes, Ivanie Blondin et Isabelle Weinman, ont conservé leur titre olympique à la poursuite par équipe. Ils avaient été championnes à Pékin, mais j'ai l'impression que la médaille d'aujourd'hui, de ce qu'elles ont dit aussi en entrevue, c'est que cette médaille-là est encore plus spéciale aujourd'hui. À Pékin, bon, il y avait pas de partisans. En finale, ils avaient battu les Japonaises qui étaient tombées aussi pendant la course, donc ça faisait un peu en sorte, probablement qu'ils auraient gagné la médaille d'or quand même à Pékin, mais là, ils l'ont gagné. Je pense qu'il y avait le sentiment un peu de l'avoir gagné par défaut parce que l'autre équipe était tombée. Là, aujourd'hui, en finale, il était contre les Néerlandaises. Puis les Canadiennes ont fait une course comme seules elles sont capables de le faire. La poursuite par équipe, c'est 3 patineuses qui suivent, puis c'est 6 tours de glace, puis c'est le 1 contre 1, donc le premier qui arrive en fait, le première équipe que les 3 patineuses franchissent la ligne, c'est celle qui gagne. Puis les Canadiens ont la même stratégie depuis 1 an environ, c'est-à-dire Isabelle Weinman, qui est la plus grande patineuse des 3, je pense qu'elle mesure au-dessus de 6 pieds, elle est en avant, puis elle reste en avant tout le long, les 2 autres sont en arrière, puis ils suivent derrière sans trop voir ce qui se passe devant, puis ça a fonctionné. Isabelle, à partir du 3, 4e tour, les Canadiens ont pris un peu de rythme. Ils étaient un petit peu en arrière au départ, mais après ça, ils sont allés chercher la médaille d'or presque une seconde là, devant leurs adversaires.
c'était un très beau moment. Puis c'est la première médaille d'or que je couvrais en personne aux Jeux olympiques. C'était la 4e médaille là, que j'ai vue. Mais c'était spécial aussi de voir les 3 filles sur la première marche du podium, puis d'entendre l'hymne national canadien. Les partisans canadiens des estrades aussi étaient très nombreux, donc c'était très cool à voir comme moment. OK. Et là, pour les quelques jours qui te restent, il me semble que ça tire jusqu'au 22, c'est bien ça, non? C'est-tu le 22 février? Exact. OK. Toi, ouais. tu vas encore... Jusqu'au... Ouais, il te restait quoi encore un peu comme à couvrir au niveau des sports? Ouais, le patinage artistique est terminé. Pour ce qui est des Québécois, il reste la compétition féminine, une seule Canadienne, c'est pas une Québécoise, donc j'irai plus faire de tour au patinage artistique. Par contre, je pense depuis le début qu'on se parle, Marc, je te parlais du patinage de vitesse courte piste. Ouais. Ils ont gagné 3 médailles jusqu'à maintenant. Puis je pense que les patineurs canadiens ont encore faim. Demain, ça va être une grosse soirée. Il y a des finales si je me trompe pas, c'est au 1000 mètres, c'est le 500 mètres. 500 mètres demain. Puis il y a 3 Canadiens qui sont classés là, pour des quarts de finale en début de journée. Alors le relais féminin aussi la finale va être présentée demain. Donc il y a des grosses chances de médailles là. Puis je pense que les attentes sont très élevées pour tous les Canadiens. Il va y avoir le relais masculin aussi un petit peu plus tard. Sinon en longue piste, il reste encore des épreuves. On a Valérie Maltais qui a gagné 2 médailles déjà, qui a gagné aujourd'hui, qui va être au 1500 mètres un petit peu plus tard cette semaine, puis qui va être au départ groupé, qui est l'épreuve probablement la plus chaotique du patinage de vitesse longue piste. Et évidemment, il reste le hockey aussi ici à Milan. Les Canadiennes sont en finale le 19, si je me trompe pas. Puis après ça, les quarts de finale sont demain du côté masculin. Je devrais aller faire un tour. Là, j'ai un petit peu de temps demain, donc je devrais aller faire un petit tour au hockey juste pour voir un peu l'équipe canadienne aussi qui joue en début d'après-midi là, ici à Milan. Fait que c'est ça qui reste ici. Il reste aussi beaucoup de stock dans les montagnes. Là, mon collègue va suivre le ski cross, entre autres. Des épreuves de saut. Là, aujourd'hui, il y avait une grosse tempête à Livigno, donc les épreuves de saut ont été déplacées à demain puis à jeudi. Donc, il reste encore des bonnes chances de médailles là, pour le Canada un petit peu partout en Italie. Et quand ça va se terminer tout ça, toi, est-ce que tu as prévu de plier bagages et de rentrer direct ou tu vas rester un peu dans le coin? Je vais profiter de l'Italie après les Jeux. Ma copine vient me rejoindre aussitôt que les Jeux se terminent. Donc, on a pris des vacances pour pouvoir en profiter aussi, aller voir du pays. Puis moi, j'ai le seul mot, j'ai laissé ma copine planifier tout le voyage, faire ce qu'elle voulait. Le seul endroit que je voulais aller, c'était aller en Suède pour aller voir du hockey encore. Donc, on va aller faire un petit tour, une petite escale en Suède, aller voir du hockey là-bas aussi. Puis on va en profiter. Je dormirai pas plus probablement parce que l'horaire de voyage va être bien chargé, mais ça va être des belles vacances qui vont faire du bien aussi. Ben, merci beaucoup, Michel, pour ton temps. Puis on te souhaite une bonne fin de Jeux olympiques. Ça fait plaisir. Merci à toi. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Lors de la période des questions à la dernière séance publique de la MRC du Rocher-Percé, plusieurs dossiers ont été soulevés par TVRP, soit le regroupement des OMH, la nouvelle caméra Gamma au département de médecine nucléaire de l'hôpital de Chandler, la coupure de 200 millions de dollars par Québec en transport collectif, de même que l'abolition du programme de l'expérience québécoise qui fait couler beaucoup d'encre à travers la province ces dernières semaines. Voici mon reportage. Bonjour. Bonjour. J'avais 4 sujets. Justement, en parlant du PEC et du PTET, on est à jour. Là. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du fait que les 2 candidats, c'est-à-dire à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville, se rangent un peu à l'argumentaire de l'UMQ, qui disent, les droits acquis, je pense que ce serait important. Ça vous rassure que l'un des deux, une fois premier ministre, devrait mettre l'avant
donner droits acquis, du moins, à certains travailleurs, sinon à l'ensemble de ceux qui s'étaient inscrits au PEC ou qui sont restés dans une zone grise. Là, je pense qu'on parle entre 10 et 12 000 personnes. Ça vous rassure déjà? Effectivement, c'est un premier pas. Donc, on va être pleinement rassuré lorsque la décision va être réellement prise. C'est sûr que là, actuellement, c'est une promesse. Donc, on va attendre que celle-ci se réalise pour se réjouir. Puis d'autant que le ministre, aujourd'hui, comme on se parle, M. Roberge, a dit qu'il regarde des options pour pouvoir ouvrir peut-être des possibilités de donner, peut-être pas des droits acquis, mais des voies pour voir ce qu'on peut faire. Déjà là, le ministre semble être ouvert. Effectivement, puis je crois que c'est quelque chose qui va être très essentiel sur notre territoire. Je pense à des milieux, par exemple, comme dans les pêches, comme dans la santé, où il y a des gens qui viennent ici, qui viennent répondre à nos enjeux, à nos enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je crois que c'est un programme qui est essentiel. Oui, d'accord, parfait. Gamma, il y a eu une annonce de la caméra Gamma, d'une nouvelle caméra au département de médecine nucléaire de l'hôpital de Chandler. Monsieur le maire était là, Chandler, Grande-Rivière. Je pense pas que vous étiez là, donc j'aimerais avoir votre opinion sur l'importance de cette infrastructure. Mais en fait, tout service de santé qui s'ajoute dans notre MRC, mais aussi dans notre région, est la bienvenue. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir en bénéficier. C'est des choses qu'on n'avait pas sur notre territoire. Maintenant, c'est présent. Donc, ça va permettre à notre population d'avoir accès à des services de santé rapidement, ne pas être dans l'obligation de pouvoir quitter, de se rendre ailleurs et de pouvoir faire quand même plusieurs longs déplacements. Donc, oui, c'est un investissement qui est très bien accueilli de notre côté aussi. D'autant que la fondation de l'hôpital fait un effort assez considérable en ce sens. Effectivement. Donc, il faut quand même beaucoup d'efforts pour pouvoir amasser des sous. Il faut quand même un gros travail au courant de l'année. Puis, c'est vraiment quelque chose de bien qu'on peut avoir des résultats qui sont concrets de ces efforts-là. Et également, il y a eu des coupures de 200 millions de dollars en matière de transport collectif qui affectent la régime ici même. Une opinion là-dessus, s'il vous plaît? C'est sûr que là, actuellement, on est un peu dans une certaine observation de voir quelles sont nos possibilités. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines discussions en cours avec le régime, savoir quelles sont les alternatives. C'est sûr que c'est un service qui est quand même utilisé par une partie de notre population. Donc, on se penche sur la situation actuellement. Aucune décision n'a été prise pour le moment, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va être vu de notre côté, savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite des choses. Oui, au moins faire des représentations. Effectivement, donc c'est quand même déjà commencé. Oui. Moi, il y a à peu près 3 semaines, j'étais à la FQM, donc on en a parlé avec le CA, donc c'est une démarche qui va être faite au niveau national. Donc c'est sûr que les coupures se fassent en décembre pour l'année antérieure, c'est quelque chose qui est invraisemblable, c'est un peu difficile de pouvoir gérer les choses adéquatement. Donc, c'est sûr qu'on va faire certaines démarches au niveau politique pour s'assurer que ça n'arrive plus, que s'il y a des sommes qui nous sont taguées, qui nous soient toujours taguées, tu sais, mais qu'on est en mesure de pouvoir offrir un service à la population aussi. Parfait. OMH, je pense qu'ils ont nommé un nouveau directeur, regroupement des OMH, à quel point c'est important là, ce regroupement-là pour... En fait, je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à nos OMH d'avoir accès à plus de ressources pour pouvoir plus offrir de services aux gens qui habitent dans ces endroits-là. Donc, ça va être vraiment des services directs qui sont liés à eux, puis vont pouvoir être une plus grosse équipe aussi, qui vont être plus disponibles. Donc, ça va pouvoir faire aussi l'avancement de certains projets, peut-être, d'autres immeubles qui vont pouvoir voir le jour. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose qui est quand même très positif. Puis, restons dans le positif. Pour terminer, aux Olympiques, on a un journaliste sportif issu de Grande-Rivière, Louis-Michel Lelièvre, qu'on a eu sur nos ondes à WFM, à TVCGR également, TVRP maintenant. En tout cas,
c'est intéressant de voir que à partir d'ici, on peut se rendre jusqu'aux Olympiques. Oui. Peut-être un mot de votre part, peut-être pour en lancer un mot d'encouragement, en tout cas. En fait, c'est une très bonne nouvelle de voir qu'une personne de notre MRC peut aller jusqu'en Italie pour pouvoir mettre de l'avant son propre talent, mais aussi mettre de l'avant la Gaspésie. Je pense que c'est dès qu'il y a une personne qui va s'illustrer sur la scène nationale, internationale, c'est quelque chose qui est bien pour nous aussi. Puis en même temps, ça donne un bel exemple à nos jeunes de dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Si il y a quelque chose qu'on croit, il y a quelque chose qu'on désire de faire, donc on peut venir de Grande-Rivière, de Port-Daniel, de Percé, de n'importe où sur l'ensemble du territoire, puis dire moi si un jour je vais aller aux Olympiques, quelque chose qui est possible. Oui, c'est très inspirant comme parcours. J'aimerais ajouter que 50 ans passés, en 1976, il y avait quelqu'un de Saint-François-de-Pabeau qui était athlète aux Jeux olympiques, M. Camille Huard, qui a été la fierté de toute la Gaspésie. Il l'est encore aujourd'hui. Puis, écoutez, un Gaspésien qui sort dans un petit village, qui se rend aux Jeux olympiques, c'est tout un exploit. Puis, on est très fiers. Comme j'ai remercié M. Lièvre aussi, je l'ai félicité de son parcours. C'est quand même bien de très inspirant. Quelqu'un chez nous qui s'en va dans ces gros événements-là. Voilà, merci, ça me va très bien. J'avais juste un petit point, si vous me permettez, M. le Préfet, c'est que tantôt, pour la caméra, l'investissement Gamma, je tiens à mentionner que ce genre d'investissement-là, ça prend une part du milieu. Puis je pense que je tiens à féliciter le conseil d'administration de la Fondation avec son coordinateur qui est Philippe Berger, qui met beaucoup de temps. Puis pour la contribution, je pense à une part de milieu de 200 000. Puis il y avait beaucoup de gens des Lions qui étaient présents. Ils ont réussi, je pense, à aller chercher un montant de 50 000 US pour embarquer dans la cagnotte. Puis les organismes locaux, là, je pense, ont tout ramassé une centaine de mille, 50% du financement. Donc, écoutez, je pense qu'on est chanceux parce que je pense que c'est grâce là, à ces dents-là qu'on est capable de pouvoir acquérir de tel type d'équipement. Donc, je voulais juste mentionner, parce que je sais c'est beaucoup de travail, de la sollicitation, puis c'est un bon résultat, beaucoup de monde, puis M. Pelletier, c'est ce qu'il faisait part. Souvent, il y a des annonces, puis pas beaucoup de monde dans la salle, puis pour cette annonce-là, c'était plein, tous les commanditaires étaient présents, etc. Donc, une belle organisation. Félicitations à M. Berger là, pour votre travail. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 14-16 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Nous recevons aujourd'hui Jennifer Alla-Meunier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la ville de Grande-Rivière. L'entrevue aborde la vaste programmation de la semaine de relâche qui propose des activités variées comme des jeux gonflables, du pickleball et une soirée dansante sur glace. Jennifer explique également les efforts déployés pour revitaliser la bibliothèque municipale, notamment avec de nouvelles plages horaires la fin de semaine, et évoque le possible déménagement des populaires spectacles mardi sur le parvis vers le complexe sportif pour des raisons de sécurité et d'espace. En préparant un petit peu mes questions, moi, j'aimerais qu'on parle de la semaine de relâche qui s'en vient bientôt. Mais juste avant, j'avais une petite question concernant j'ai vu que vous avez réouvert les portes de la bibliothèque aussi pour les 8 prochaines semaines. Dans le fond, l'idée pour ça, dans le fond, c'est-tu pour
dans le fond, faire découvrir aux gens l'espace, parce que je voyais aussi que vous demandiez un peu aux gens un peu leurs suggestions, tout ça. Donc, c'était quoi votre action derrière tout ça? Ben, en fait, la bibliothèque, ça fait plusieurs années qu'elle est en place ici, là, dans le complexe sportif, sauf que depuis les dernières années, il y a peu d'utilisateurs. C'est toujours les mêmes. Puis nous, pour aller chercher un nouvel achalandage, on essaie avec des bénévoles d'ouvrir d'autres plages horaires pour le public, puis aussi voir qu'est-ce que ces gens-là souhaitent avoir à la bibliothèque. La bibliothèque de Grande-Rivière, c'est vraiment un gros espace. Je sais pas si t'es déjà venu, mais c'est immense. Il y a des gens qui sont pas venus visiter la bibliothèque et qui savent pas à quoi ça ressemble et tout. Donc, autrefois, la bibliothèque avait quand même des plages horaires très restreintes. C'était comme le lundi après-midi, mercredi, puis il y avait la Joujoutèque aussi. Fait que on essaie de l'ouvrir aussi le week-end pour aller chercher une nouvelle clientèle. Il y a un service que Madame Monique Doucet souhaite instaurer à la bibliothèque, c'est la bouquinerie, où il y aurait des échanges de livres, des discussions aussi concernant divers auteurs et tout. Puis, on essaie de mettre tout ça en place. On veut vraiment aller chercher un nouveau public, des nouveaux abonnés, pour qu'ils puissent venir là de façon récurrente à la bibliothèque. Puis, comme ça, ben ça nous permettrait de garder la bibliothèque ouverte. Il y a pas de, je vais pas faire paniquer personne, mais en fait, s'il y a peu d'achalandage, c'est triste. T'sais, à un moment donné, c'est peut-être un service qu'on peut perdre ici là au complexe sportif, puis on veut pas le perdre. Donc, on essaie le plus possible là, de conscientiser la population de l'importance de venir ici, puis de profiter là, des livres là, qu'on a à la bibliothèque. Là. J'imagine comme dans un peu tous les espaces comme ça, si on a un intérêt pour un livre ou un auteur, on peut quand même vous en faire part, puis souvent les bibliothèques peuvent commander. En fait, j'ai comme l'impression aussi, les dimanches servent aussi avec Monique de montrer aux gens les services qui sont disponibles à la bibliothèque. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant qu'on pouvait demander là, un prêt auprès d'une autre bibliothèque, puis que ce livre-là, on pouvait le récupérer par la suite à la bibliothèque de Grande-Rivière. Donc ça, c'est un service qui est disponible. Il y a aussi tout ce qui concerne le numérique, que c'est possible de prendre un livre puis de le regarder à partir de sa tablette ou de son téléphone, à partir du réseau Biblio. Donc ça, c'est tous des services qui sont déjà offerts que les gens ignorent. Puis le dimanche, avec Monique, ça sert un peu à ça aussi, là, de répondre à certaines questions de la clientèle, puis d'en faire découvrir d'autres le service. Bon, en tout cas, c'est ça, je comprends, parce que c'est vrai que c'est un bel espace, c'est grand, mais il y a beaucoup de livres, et je comprends que j'imagine que la baisse d'achalandage, est-ce que la baisse d'achalandage pourrait venir selon toi soit le numérique attend un manque d'intérêt de la lecture, ou peut-être qu'il y aurait, j'imagine que c'est un grand débat là autour de ça quand même, mais je comprends aussi qu'il y a des livres numériques aujourd'hui qu'on peut emprunter, ça peut être aussi, c'est différentes façons de lire aujourd'hui, non? Ben oui, effectivement, mais je pense quand même qu'un bon livre papier, ça fait toute une différence. Ça dépend vraiment de sa préférence, mais je pense vraiment c'est que les gens ont pas pris, c'est une habitude de venir à la bibliothèque. Puis je pense que c'est une habitude que les gens peut-être ont perdue, puis qu'on essaie peut-être avec des nouvelles façons d'aller chercher cette clientèle-là. Si je peux donner l'exemple avec la Joujoutèque, auparavant, on l'ouvrait une fois par mois, c'était le dimanche. On a vu qu'il y avait peu de personnes qui participaient à la Joujoutèque les dimanches une fois par mois, puis que l'intérêt des gens était vraiment en semaine le jeudi. Donc depuis, je pense que c'est depuis septembre, on l'ouvre à tous les jeudis de 17h30 à 19h. Puis on a vraiment un bel achalandage. On a entre 10 et 15 personnes, des fois 20 personnes qui participent. Donc, on est allé chercher une nouvelle clientèle de cette façon-là. Mais c'est bien de voir le pouls, de connaître le pouls de la population par rapport à leurs besoins face à la bibliothèque. Puis c'est un peu pour ça aussi le dimanche. C'est un nouveau créneau, une nouvelle plage horaire. Puis de cette façon-là, il y a une personne ressource sur place pour répondre aux questions. Puis aller chercher peut-être là, le pouls des gens. D'accord.
Alors j'aimerais qu'on parle, parce que ça s'en vient bientôt, parler un petit peu de la semaine de relâche. J'ai vu que vous organisiez quand même, du 2 au 7 mars, ta ville, ta relâche, tout ça. Est-ce qu'il y aurait déjà des activités dont tu voudrais nous partager un petit peu de ce que le service des loisirs a organisé? Ben, on est allé, on a fait une semaine avec vraiment des activités qui sont variées autant pour les jeunes que pour les adolescents. Puis là, j'ai mon affiche à côté de moi. On est vraiment allé pour les sports intérieurs, les sports de plein air, etc. Puis on va débuter vraiment là la semaine de relâche avec les jeux gonflables au Pont Pasteur, avec le comité des loisirs. C'est vraiment une activité là qui est là depuis les dernières années, qui est beaucoup appréciée. Puis on invite autant les jeunes et les plus vieux. Puis cette année, de la façon qu'on a fait, on a la chance d'avoir des beaux gymnases ici là à Grande-Rivière. Puis le gymnase du littoral de la Polyvalente va servir vraiment des sports spécifiques. Par exemple, le matin, ça peut être le hockey-ball pour les plus jeunes de 5 à 8 ans. Puis dans l'après-midi, ben c'est le même sport, mais pour les plus vieux. Fait qu'on y va comme ça pour différents sports. On a fait ça pour le hockey-ball, le pickleball, le soccer intérieur. Puis, c'est ça, 2 fois le hockey-ball. En fait, le pourquoi aussi qu'on a mis le soccer, c'est qu'on essaie aussi d'aller chercher de l'intérêt auprès des jeunes pour ce sport-là en été. Il y a eu une baisse d'achalandage dans les inscriptions pour le soccer. Donc, on essaie là avec en l'ayant mis dans la programmation pour la semaine de relâche, d'aller chercher un peu un nouveau public peut-être là, pour les inscriptions à venir. Fait que ça, c'est ça. Il y a le pickleball qui est super à mode ces temps-ci, fait qu'on l'a instauré dans notre semaine de relâche. Dans les nouveautés, on a le défi Lego, c'est pour les plus jeunes. Ça va être vraiment là avec des cartes. Il va y avoir des Lego, puis il va falloir faire des petits défis pour les plus jeunes. Dans les activités qui reviennent, c'est les quilles. Puis cette année, on offre le transport d'autobus ici au complexe sportif et culturel. Donc Claude Duguay va venir chercher les jeunes qui veulent participer, puis jusqu'au salon de quai à Chandler, puis ils vont pouvoir les ramener ici, là, il n'y a pas de problème. Dans les autres activités, il y a la Zumba aussi là qui a été appréciée l'année dernière, fait qu'on l'a ramené aussi cette année. Puis une autre nouveauté, ça va être la glissade Pont-Rouge. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas mis dans la grille de la semaine de relâche, fait qu'on l'a ajouté aussi. Puis en tout cas, il y a plein de belles petites activités comme ça. Puis le vendredi soir, ben c'est l'activité vraiment vedette que j'espère avoir beaucoup de monde. On a décidé de faire une soirée dansante, mais sur patin. Fait qu'en tout cas, il va y avoir un DJ sur place qui va être vraiment sur la glace. Puis, il va y avoir des jeux de lumière. Il va mixer. La cantine va être ouverte aussi. Puis, cette année, pour la semaine de relâche, on a la chance d'avoir comme commanditaire Desjardins. Fait qu'il il participe là, aux activités. Puis, il va remettre aussi là, des coupons aux membres Desjardins pour un repas gratuit à la cantine ici là, au complexe sportif. Puis le samedi, on clôt ça avec vraiment là, des petites activités ici et là, un dîner hot dog, puis des choses qu'on voit à l'habitude là, dans les semaines de relâche qui sont appréciées. Oui, je vois même pour connecter à la bibliothèque le vendredi, vous avez un défi Lego là, pour les jeunes. Oui, c'est ça. Aussi, vraiment, ouais. On essaie d'utiliser toutes les infrastructures qu'on a sous la main. Puis je pense que c'est une belle semaine là, qui va être autant appréciée pour les plus jeunes que pour les plus vieux. D'accord. Puis je voyais dans le calendrier que justement, il y en a certaines où c'est mieux de s'inscrire, une inscription quand même obligatoire. Les autres, j'imagine qu'on se présente et on peut accéder à l'activité. Oui, effectivement. En fait, pourquoi les inscriptions, c'est parce qu'il y a quand même une capacité limite là, pour les animateurs qui vont être sur place, puis aussi le type d'activité comme les quilles, etc. Donc, c'est pour vraiment mieux calculer le nombre de personnes et tout ça. Puis, cette année encore, l'année passée, on l'a fait aussi. On s'est associé avec la ville de Sainte-Thérèse. Fait que, il y a un pourcentage de jeunes qui vont être la bienvenue là, pour les inscriptions et tout, provenant de Sainte-Thérèse, dans la région de Sainte-Thérèse. D'accord. Donc, on invitera les gens. Je sais qu'on va mettre le code QR que les gens peuvent scanner pour s'inscrire et voir l'horaire au complet. Je sais que c'est accessible sur votre page Facebook aussi. Oui, ben c'est ça, comme tu disais, le code QR nous amène directement au site de la ville de Grande-Rivière.
pour directement sur la page de la relâche. Fait qu'il y a vraiment toutes les informations dans un menu accordéon, là, jour par jour. Puis aussi, on nomme aussi là, les activités qui sont disponibles à Sainte-Thérèse aussi, là, comme la Petite Chapelle, l'OTG aussi, là, où il y a une glace. Donc, pour tous les goûts, là. Alors, je sais que c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais je sais que vous avez fait un post il n'y a pas longtemps pour parler de l'été qui s'en vient, où justement vous parliez que ça allait surtout se passer au mois de juillet. Est-ce que tu vas nous parler un petit peu de ce que tu peux nous dire déjà avec les activités estivales qui s'en viennent? Ben, on a déjà, concernant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tout est fait. Donc, on a déjà cédulé le band qui va jouer. Ça va être une annonce qui va être faite un peu plus tard, là, durant les prochains mois. Sinon, pour nos mardis sur le parvis, comme tu disais, j'en ai un peu glissé là, un mot sur la page Facebook des services des loisirs. Et cette année, le changement majeur va probablement être l'emplacement. Le tout va être décidé à la prochaine séance municipale. En fait, on a fait un sondage pour connaître l'avis des gens par rapport au changement de lieu pour les mardis sur le parvis. Auparavant, habituellement, le mardi sur le parvis se fait sur le parvis de l'église. C'est beaucoup apprécié par la population. On sait que le décor derrière avec le band et tout, là, c'est super beau. Sauf que d'année en année, on amène des plus gros bands qui amène de l'achalandage aussi. Puis le lieu devient moins sécuritaire, autant pour les familles que pour ceux sur la 132. Comme l'année dernière, on a eu un groupe de musique là, qui avait amené beaucoup de gens. Fait que ça devenait très dangereux. Les gens étaient comme dans le chemin sur la 132, puis il y avait comme... C'était pas très sécuritaire pour les enfants et tout. Puis on avait eu des commentaires par rapport aux salles de bain, etc. Donc, cette année, il faudrait en commenter, il faudrait faire des réservations pour des salles de bain, des toilettes chimiques. Fait que on a vérifié les coûts et tout ça. Fait que c'est certain que c'est plus profitable pour nous de faire le tout ici au complexe sportif et culturel parce qu'on a de l'espace, du stationnement, des toilettes déjà sur place. Puis, on a aussi là un grand terrain d'athlétisme. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller jouer derrière, il y a de la place en masse. Fait que c'est pour ça qu'on penche beaucoup vers le complexe sportif. Mais comme je te disais, le choix va être définitif là, à la prochaine séance municipale. Mais cette année, c'est ça. On a vraiment misé sur le mois de juillet. Fait qu'on va avoir 4 bands pour tout le mois de juillet. Puis, on a une pause au mois d'août pour revenir en force en septembre avec le gros show là, qui se déroule toujours à l'Arena début septembre. De ce que je comprends, vous êtes confronté à un problème, mais qui est comme positif. Là, un peu trop d'achalandage vous amène à devoir revisiter quand même l'espace pour toutes les raisons que tu as citées. Quand même, c'est une bonne chose quand même. Oui, puis il y a toujours des frais qui sont associés aussi. Par exemple, les parvis à l'église, il y a un frais qui est associé à ça, la location de l'espace. Donc, puis maintenant, les bands, les coûts sont de plus en plus chers, fait qu'on a quand même un budget respecté. Puis moi, c'est certain que j'essaie de faire le mieux possible, d'amener des bons spectacles ici qui sont gratuits aussi. Donc, pour garder ce principe de gratuité-là, j'essaie par tous les moyens de faire en sorte là, d'optimiser le tout, puis que logistiquement, là, ça soit optimal pour tout le monde. Là. Donc, pour terminer, peu importe ce qui se passe, si on veut être renseigné, j'imagine que le meilleur endroit, c'est sur votre page Facebook, c'est bien ça? J'invite les gens à visiter la page Facebook du service des loisirs de la Ville de Grande-Rivière pour connaître toutes les informations, que ce soit les heures de glace, les activités à venir et tout. Mais sinon, le site web de la Ville de Grande-Rivière dans la section événements ou encore dans la section loisirs, là, tout y est aussi là, pour les événements à venir, puis les temps de glace, etc. Puis, si je peux me permettre une petite parenthèse, oui, depuis le dernier mois, on travaille beaucoup avec la plateforme Sport Plus qui nous permet de voir l'horaire en ligne là, du complexe sportif et des autres salles aussi, que ce soit les Filles d'Isabelle ou des Joyeux Copains.
Donc, la nouveauté depuis le mois dernier, c'est la réservation de salles sur Sport Plus. Donc, à partir du menu sur le site web de la Ville de Grande-Rivière, à partir du menu des loisirs, vous pouvez voir là, les services en ligne, puis il va y avoir les réservations de salles. Donc, les gens peuvent se rendre sur ce lien-là. Puis après ça, il y a tous les détails, là, comment faire une réservation de salle, puis voir qu'est-ce qui est disponible ou pas. Fait que ça sauve beaucoup de temps, puis ça permet aux gens vraiment de voir en temps réel là, qu'est-ce qui est disponible ou pas. Et quand on parle de réservation de salle, c'est pour tout type d'événement, hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, des gens réservent beaucoup pour des fêtes d'enfants, des showers, des soirées dansantes. Donc, on a pour tous les groupes et pour toutes les capacités. Là. Ben, merci beaucoup, Jennifer, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. La ville de Chandler a adopté en 2025 un tout nouveau plan de mobilité active. Et pour nous en parler et en quoi ça consiste, je suis accompagné de Pierre-Luc Arsenault, conseiller de Pavot, et Marc-André Noël, chargé de projet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Toi? Oui. Donc, le plan de mobilité active, en quoi ça consiste? C'est ça. Dans le fond, le plan de mobilité active, c'est de planifier sur un horizon de 7 ans le développement des pistes cyclables et des trottoirs à Chandler. Fait que dans le fond, on vise beaucoup les déplacements actifs, donc des déplacements qui se font à pied, à vélo, trottinette, patin à roue alignée, tout ce qui sert en fait de déplacement avec l'énergie de ton corps. Là. Ça va être dans ces types-là de déplacements qu'on vise à améliorer sur le territoire de la ville de Chandler. Puis pour les améliorer, pour inciter les gens à en faire, bien, ça prend des infrastructures qui sont présentes puis adéquates pour l'utilisation de ça. Fait que c'est un peu ça le plan de mobilité. Il vient planifier les secteurs dans la ville qui seraient prioritaires d'aménager trottoirs et pistes cyclables. Puis ça a été fait selon une analyse de plusieurs facteurs. Fait que là, on a une stratégie sur 7 ans. On sait qu'est-ce qui presse le plus à mettre en œuvre. Fait que sur 7 ans, on a plusieurs tronçons. On a le tronçon de la rue, de l'hôpital avec le centre d'achat. C'est comme le secteur où il y a beaucoup de déplacements. C'est le cœur en fait de la ville de Chandler pour les déplacements puis les commerces. On a d'autres tronçons. On a le boulevard aussi, là, le boulevard René-Lévesque. On sait que c'est un boulevard qui est fait beaucoup pour les voitures. Puis il y a juste un simple trottoir. Fait que on veut essayer de redonner un coup de neuf à ce boulevard-là en aménageant les abords de chaque côté. Il y a d'autres secteurs. Là, on a le secteur du circuit des bâtisseurs au Chenaille avec la digue qui est déjà très bien implanté, mais il se retrouve quand même isolé dans la ville. Bien souvent, il faut prendre notre voiture pour se rendre là, pour aller marcher ou pour aller faire du vélo. Fait que nous, on veut interconnecter tout le réseau de pistes cyclables et de trottoirs dans la ville pour que les gens voient que c'est plus facile et intuitif de se déplacer. Donc, si, mettons, on parle de justement ce secteur-là, celui de la digue, au lieu qu'on puisse le prendre juste à partir de
du pont à 132, là, en bas de l'imprimerie des Anses. Ouais. Ben, au moins que le monde puisse aller chercher ce secteur-là depuis d'autres endroits. Oui, exactement. Dans le fond, la vision du plan, c'est qu'il y aurait une boucle de déplacement au nord de la ville. Fait qu'on partirait pas mal du McDonald's. On ferait l'hôpital, on longerait la polyvalente, puis on sortirait sur la 132, puis il y aurait un chemin après ça, une piste sur la commerciale qui viendrait se connecter à la digue. Puis dans le sud, tu aurais une boucle sud qui est déjà pas mal le circuit des bâtisseurs. On ferait aménager une piste, mettons, jusqu'au gros quai à Chandler. Puis de l'autre côté, on rendrait ça au camp Bellefeuille aussi. Fait que là, il y aurait une boucle de déplacement au sud, au nord. Puis ensuite de ça, il y aurait un lien nord-sud dans le centre-ville. Ça serait sûrement l'avenue Jacques-Cartier ou bien l'avenue de l'Hôtel de Ville. Mais il y aurait une piste cyclable qui servirait à connecter ces deux boucles-là. Fait que ça ferait un réseau qui serait interconnecté, puis qui serait beaucoup plus, on va dire, intuitif de le prendre. On sait qu'on est capable de se rendre à un point B en toute sécurité en étant séparé des voies de circulation. Fait que ça peut rendre les gens plus... ils peuvent se rendre plus sécurisés à l'intérieur pour se dire, bon, ben ça y est, je prends mon vélo, puis je commence à faire certains déplacements en vélo. Fait que c'est un peu ça, changement de comportement au fil des années. On va les encourager, puis on va mettre des conditions sécuritaires pour que ça va de soi. C'est à partir de quelle idée, ça, de monter un plan comme ça? Ça, c'est parti là, depuis pas mal plus longtemps que l'année d'adoption du plan, là. On parle de presque 10 ans en arrière, qu'il y a eu des regroupements citoyens qui faisaient des genres de 5 à 7, puis qui discutaient un peu de l'enjeu des pistes cyclables et du transport actif à Chandler, puis qui se disaient que c'était insuffisant l'offre qu'il y avait actuellement, puis qu'on se devait de mettre plus d'emphase sur ce développement-là, pour que ça puisse faire une ville plus moderne, puis qui est plus au goût des nouvelles intentions des gens à faire du vélo. Puis, il y a eu plusieurs 5 à 7, plusieurs événements de ce sens-là. Puis, il y a même eu des documents qui ont été créés par ces regroupements-là, qui ont été soumis à la ville. Fait que la ville, elle voyait ça, on voyait que les citoyens étaient déjà intéressés par l'idée de faire des pistes cyclables. Fait que nous, la table était déjà mise. Puis, on voyait au Québec, tu sais, qu'il y avait un peu une effervescence des intentions à aller vers le développement des pistes cyclables. Fait que c'est un peu un momentum qu'on a saisi. Il y avait des programmes de financement au gouvernement qui étaient expressément faits pour le développement des pistes cyclables. Fait que nous, le plan qu'on a produit, on a réussi à aller chercher des subventions pour produire ce plan-là. Puis la mise en œuvre aussi, il va y avoir de l'argent pour ça. Fait que c'est pour ça. On disait que le timing était bon, les financements étaient là, ça allait pas trop être dur sur les finances de la ville. Là, la ville n'aurait pas eu besoin d'assumer l'entièreté des coûts pour ces projets-là. Fait qu'on s'est lancé, puis on a produit ça. Ce que tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, c'est pas juste... Tu me parles de pistes cyclables, mais c'est pas juste pour ça aussi. Là, vous pensez aussi à améliorer d'améliorer des accès à des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite dans ce plan-là. Oui. Effectivement, c'est ça. Suite à la réalisation du plan, on voulait être sûr que le plan soit le plus représentatif des besoins de notre communauté. Puis on le sait que bien souvent, les gens à mobilité réduite, même les gens un petit peu plus vieux qui peuvent avoir certains problèmes de coordination ou d'équilibre, bien, pouvaient se sentir moins envie à utiliser des pistes cyclables et tout ça. Soit par l'accès par rapport au trottoir, qu'il n'y avait pas des pentes adéquates pour accéder au trottoir ou à la piste cyclable. Fait que on s'est mis partenaire avec la direction de la santé publique du CIS de la Gaspésie. Puis eux, ils nous ont produit une évaluation des impacts sur la santé. Donc, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur la santé de notre population de mettre en œuvre notre plan de mobilité active? Fait qu'eux autres, ils se sont assurés que tous les secteurs qu'on a ciblés comme prioritaires à aménager, bien que ces aménagements-là, ils incluent aussi des composantes pour les personnes à mobilité réduite, comme je disais, les pentes aux intersections, que ce soit aussi faire des avancées de trottoir aux intersections pour que la distance de traverse de la rue soit réduite. Fait que les gens qui ont une canne ou qui se déplacent moins rapidement,
mais ils ont comme une zone plus réduite, donc qui est plus rapide pour eux, puis ils sont capables d'atteindre l'autre côté de manière plus sécuritaire, plus rapidement. Fait que ça peut encourager aussi ces gens-là à les utiliser. Puis nous, on voulait oublier personne, fait qu'on a impliqué le CIS de la Gaspésie. Puis ça a été incroyable leur accompagnement, on a appris beaucoup de choses. Puis on s'est fait produire un gros rapport aussi qui détaillait à chaque étape de notre plan de mobilité qu'est-ce qui devait être assuré de ne pas être oublié et d'être mis en œuvre pour que ce soit sur la coche. Ils ont été un partenaire dans l'élaboration de... Oui. Ben oui, on a réussi à avoir du financement de leur part justement pour produire ce gros document-là. Ça a représenté 70 000 $ quand même que le CIS de la Gaspésie nous a donné. Puis le plan de mobilité active, ça a coûté environ 25 000 $, puis ça aussi, on a eu 100% de subvention. Fait qu'on s'est doté d'un plan pour organiser notre développement futur, puis ça a coûté 0 pièce. Fait que c'est vraiment encourageant pour la suite. Donc là, il faut... Mais tu me disais qu'il fallait que ce soit mis en œuvre sur 7 ans. Vous avez 7 ans pour mettre ça en place. C'est ça. Puis c'est sûr que nous, le plan il est très ambitieux, mais nous, ce qu'on voulait, c'est en mettre beaucoup plus que pas assez. Puis rendu à 7 ans, peut-être bien que tout va avoir été fait. Puis peut-être bien qu'il va y avoir des contraintes qui vont avoir été rencontrées en cours de route. Fait que si jamais il y a une contrainte pour un certain secteur, on va avoir d'autres secteurs prioritaires sous la manche qu'on va pouvoir se dire, bon, ben c'est bon, on laisse faire cette partie-là, puis on y va là. Puis si on refait une mise à jour de ce plan-là rendu dans 7 ans, on va pouvoir adapter les choses qui n'ont pas marché, puis mieux les planifier pour la suite. Ce 7 ans-là, est-ce que c'est la ville qui se donne ce temps-là ou c'est parce que tu parlais de subventions que vous avez pu aller chercher pour tout ça? Est-ce que c'est ces subventions-là qui donnent ce temps-là ou c'est la ville qui se dit on va être capable de le faire en 7 ans? Oui, c'est un peu indépendant là, des subventions. C'est sûr que les genres de politiques au niveau du transport actif, au niveau du gouvernement, vont s'échelonner encore sur plusieurs années. Mais aussi, si jamais, mettons, il n'y a plus de subventions à ce niveau-là, bien, il existe du financement fédéral aussi, puis d'autres ministères aussi qui peuvent assumer certains financements par rapport à ça. C'est sûr qu'on ne peut pas lire dans le futur, mais c'est pour ça qu'on s'est gardé un horizon de 7 ans pour un peu, parce qu'il y a certains plans qu'on pourrait mettre sur 10 ans, d'autres plans encore plus que ça. Fait que là, on s'est dit que 7 ans, c'était raisonnable pour pouvoir se virer de bord. Puis, tu me disais, bon, ce que vous vouliez faire, en gros, là, les liens nord-sud, tout ça, mais c'est comment que ça devrait être mis en place, les étapes là, pour arriver à mettre ça en place dans les différents secteurs? C'est ça. Ben là, dans le fond, vu que les subventions, c'est comme une demande par projet qu'on peut faire, tu sais. On essaierait de viser un projet par année. Fait qu'une piste cyclable par année. Bon, ben, si on commence 2026, on est en 2026. Donc, pour 2026, c'est quoi que vous visez? Qu'est-ce que vous allez faire pour 2026? Pour 2026, il y a plusieurs scénarios. Le scénario qui est prioritaire, ça serait de réaménager l'avenue Daigneault, qui est l'avenue du centre d'achat puis de l'hôpital. Fait qu'en ce moment, il y a un peu un va-et-vient de voitures, si on parle par exemple là, du stationnement du Family Prix puis de la bâtisse TELUS à côté. T'sais, on voit que l'entrée charretière est très large, fait que les gens peuvent rentrer puis sortir en croisée ou n'importe comment. Puis ça peut mener à des accidents plus facilement. Fait qu'il y a des enjeux de sécurité dans cette rue-là, d'entrée charretière. Fait que nous, on viendrait fermer ces entrées-là, on ferait faire des entrées et sorties distinctes, bien balisées. Puis on viendrait aménager des bandes cyclables de chaque côté de la rue. Fait qu'il y aurait une bande cyclable qui serait unidirectionnelle, qui irait vers le nord, puis une bande qui viendrait vers le sud. Puis ça servirait de trottoir également. Ça serait des bandes multifonctionnelles pour le à pied puis pour le à vélo. Il y aurait aussi les débarcadères des régimes là, qui pourraient être plus adaptés puis plus embellis. Là. Pendant le temps qu'on est là, ben, on va faire aussi des efforts pour que les débarcadères soient sécuritaires pour les utilisateurs du régime. On va verdir, on va mettre plus d'arbres.
Je parlais des avancées de trottoir. On va essayer de réduire la largeur de nos intersections pour que ce soit plus facile pour tout le monde de la traverser. Il va y avoir des balises, de la signalisation. Fait que on vise cette rue-là parce que c'est nos grands générateurs de déplacement. C'est là où il y a beaucoup d'activités. Puis tu sais, oui, on ne touchera pas à la largeur des voies d'accès, ou des voies de circulation plutôt. On le sait qu'il y a des transports de bois qui sortent par là. Puis c'est des gros camions, ça implique des grands virages aux intersections. On ne peut pas fermer à 100% les rues pour qu'ils soient plus à l'échelle humaine au niveau piéton-vélo. Il faut penser aussi aux plus gros utilisateurs aussi. Fait qu'on va penser à ça aussi. Fait que ça va surtout être l'emprise de la rue. Fait que finalement, les accotements puis les gazons qui sont résiduels, c'est eux qui vont être aménagés en bande cyclable. Dans le fond, la partie, une servitude, je pense qu'on appelle ça, la partie du terrain qui appartient à la ville, là. C'est une emprise. C'est une emprise? OK. Ouais. Fait c'est cette partie-là qui serait... C'est ça. Puis tu sais, évidemment, c'est des gros montants. Puis il faut obtenir des subventions pour que ça aille de l'avant. Ça, c'est garanti. Puis on est déjà bien placé en termes de subventions. On attend des réponses actuellement. Puis on pense être choisi. Puis si on est choisi, ben ça va être très intéressant. C'est plusieurs centaines de mille de subventions. Puis on va soumettre ça au conseil municipal. Puis le conseil va prendre une décision pour mettre ça de l'avant. OK, dans le fond, on sait qu'il y a ces subventions-là, mais vous ne les avez pas. Il faut les demander en ce moment. C'est ça, ils sont déjà demandés. Ben, vous attendez juste la réponse. Ben, c'est ça, on a déjà eu des réponses. Il y en a qui ont été acceptées. On est bien content de ça, puis on a un bon montant de départ. Mais on attend d'autres là, qui nous feraient un terrible de gros montant qui nous aiderait à mettre ça en œuvre. OK, mais sinon, vous pouvez déjà commencer à travailler sur ça. Oui, exact. C'est ça. OK. Est-ce qu'on a fait le tour pour cette partie-là? Oui. OK. Vous avez gagné un prix avec le plan de mobilité active? Oui, exactement. Moi et Pierre-Luc, on est allé à Gaspé là, à l'hiver dernier, en fait en décembre dernier, pour aller se faire remettre le prix régime leader en mobilité active ou mobilité durable. Puis c'est ça, c'était pour souligner, on va dire, les efforts particuliers d'une municipalité ou d'un organisme là, dans la mise en œuvre d'actions en lien avec le transport actif. Puis nous, on était la première ville de la MRC du Rocher-Percé à savoir muni d'un plan de mobilité active. Puis c'est ça, moi aussi, j'ai été attitré en fait au dossier des pistes cyclables. Fait que la ville s'est réservé un budget pour assurer la mise en œuvre de son plan. Puis aussi, on s'est fait reconnaître un peu notre manière exemplaire d'impliquer la communauté dans notre démarche en faisant des consultations ciblées. On a fait des consultations à Polyvalente Monseigneur Sévigny, on a fait des consultations dans les maisons, certaines maisons des aînés, on a fait un kiosque au centre d'achat, on a fait quelques rencontres par-ci par-là. Puis, en plus de ça, plus tard cette année, sûrement au mois de mai, il va y avoir un atelier de consultation publique. Que là, tous les projets de la ville, dans ce sens-là, vont être présentés. Puis les gens vont pouvoir dire un peu si c'est une bonne idée, s'ils trouvent leur compte là-dedans. Puis selon eux, ça serait quel projet qui devrait être mis de l'avant. Dans le fond, que la ville devrait mettre des efforts en premier pour que ce soit mis en œuvre. Puis après ça, on va dire qu'on va avoir consulté beaucoup notre population. Fait que c'est ça. C'était tous ces facteurs-là qui nous ont fait gagner ce prix-là. Ouais. Quelque chose que vous auriez aimé ajouter? Ben oui, pas de suite. Hein? Non, mais c'est ça, avec Marc-André, le prix qu'on a gagné, le prix que Chandler a gagné, ça démontre beaucoup la pertinence de mettre en place un certain leadership dans ce domaine-là, c'est-à-dire la mobilité active. Parce que ce que Marc-André disait, les premiers tronçons qui ont été privilégiés avec l'aide de la santé publique comme partenaire, on parlait des zones névralgiques qui visaient justement la clientèle un peu vulnérable, puis qui allaient dans des zones où on accédait
à des concentrations de déplacements, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, certains blocs appartements de l'avenue Monseigneur-Ross. Mais le but en tant que tel pour la ville de Chandler, c'est de dynamiser son centre-ville. Puis pour dynamiser un centre-ville, on n'apprend rien, on réinvente pas la roue. C'est faire en sorte que les gens puissent se déplacer de façon active. Donc, plus tu vas voir un centre-ville avec des gens à pied, à vélo, plus tu crées un dynamisme au cœur villageois, puis plus que tout le monde y gagne. Autant les commerçants, autant l'attractivité du centre-ville, puis de l'ensemble du Grand Chandler. Les jeunes aussi, faire en sorte que se déplacer à vélo ou à pied, c'est intéressant et sécuritaire. Pas juste sécuritaire, mais qu'on crée un certain intérêt à le faire. Ben, tout ce qui découle par rapport, autant au niveau touristique, récréo-touriste, que la santé de la population, que l'échelle humaine, puis la représentation du dynamisme de la ville, mais ça va de pair avec un plan de mobilité active. Puis jusqu'à là, ce que je pourrais dire, c'est que Chandler a une très bonne concertation avec le ministère des Transports, parce que souvent, on est comme soudés sur la 132. C'est une zone d'accès linéaire. La 132 est la zone prioritaire de passage. Mais depuis quelques années, puis en ayant soumis le plan de mobilité, en ayant gagné le prix, en ayant participé au forum de mobilité qui a aussi eu lieu à Carleton, là, il y a 2-3 ans passés, on a pu communiquer avec des gens du ministère pour dire « OK, on a un beau plan, ça nous prend du backup, ça nous prend de l'appui. » Puis le ministère des Transports et Mobilité durable, il ne faut pas oublier leur section mobilité durable, en fait partie pour des municipalités comme la nôtre. Fait que quand on regarde le boulevard même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la marge de manœuvre pour travailler. C'est pas comme des zones, des grands centres où tu as une très forte densité, de population ou d'infrastructure. Ici, on a de la marge pour dire, bon, ben, on peut élargir le trottoir, on peut rajouter des pistes cyclables, mais on peut quand même continuer un accès intéressant au niveau du centre-ville. Quand on regarde Carleton, par exemple, où on a un jam-pack de population puis de touristes en plein été, ben, ce qui devient intéressant dans ce sens-là, c'est quand on a beaucoup de choses à offrir au-delà de la zone centrale, la 132, les gens sont portés à ralentir, premièrement parce qu'il y a des gens qui marchent, puis après ça, on a le goût de découvrir l'ensemble du territoire. Avec Chandler a beaucoup plus à offrir que simplement son boulevard. On parle des plages, on parle des bancs à choix, de la piste cyclable, du circuit des bâtisseurs. Fait que c'est un petit peu se rendre compte que la ville investit dans le plan de mobilité active ou investit dans le fait d'avoir des accès à mobilité active pour le futur. Donc, ce n'est pas uniquement des dépenses, il va y avoir des retombées là-dessus. Puis, vu qu'on s'enligne sur l'orientation récréo-touristique, bon, on a toutes les raisons d'aller de l'avant. Puis, le premier plan a été sorti en 2014. Donc, c'est pas d'hier. Le plan de Québec en forme, c'était à pied, à vélo, ville en santé. Donc, ça date pas d'hier. Le plan d'urbanisme de la ville de Chandler, en 2018, on notait les problématiques pour la mobilité au centre-ville, bon, accès des entrées charretières trop larges, insécurité au niveau de la population. Les parents n'osent pas laisser leurs enfants à pied, même si des fois on franchit à peine même pas un demi-kilomètre. On y va dans le 800 pieds, puis quand tu as toujours l'intérêt de prendre ta voiture pour des très courtes distances, ben c'est parce qu'il y a un travail au niveau d'infrastructure à faire. Mais ça se fait sur du long terme. Puis étant donné qu'on parle d'un plan de 7 ans, c'est intéressant parce que là, on va au-delà des mandats politiques. Puis ce qu'on veut faire, c'est intégrer la consultation populaire dans les prochains projets d'aménagement d'urbanisme puis le plan de mobilité active. Fait que ça inclut la population, on est capable d'échanger, fait qu'on fait pas ça à huis clos. Fait que là, on voit qu'il y a l'intérêt parce que c'était santé publique, l'étude d'impact sur la santé nous a soumis le sondage, les statistiques. Fait que ce qu'on avait dans leurs statistiques, c'est pas des statistiques pan-québécoises ou nationales, c'était des statistiques qui provenaient des gens de Chandler. Fait qu'on voyait que le très fort pourcentage demandait à la ville de mettre du temps puis de l'investissement pour leur assurer un centre-ville qui était adéquat au niveau du transport actif. Fait qu'on navigue pas en eau trouble, là. On sent qu'il y a un très bon appui populaire. Fait que c'est pour ça que c'est motivant à ce niveau-là. Ouais, je lis la statistique. Il y a eu environ 500 répondants au sondage sur le transport actif. Il y a 93% des répondants qui se disaient d'accord que le transport actif serait un atout pour le futur de la ville de Chandler. Donc 93%, c'est presque unanime. Fait que, tu sais, oui, tu sais, nous,
parce qu'on est aussi une ancienne ville industrielle, tu sais, notre réseau routier a beaucoup été fait pour penser aux besoins des camions dans le temps. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec des rues qui sont extrêmement larges. Puis quand on doit, par exemple, refaire l'asphalte, ben, tu sais, on peut être mené à asphalter des largeurs excessives qui servent plus à rien. Fait que le fait de saisir le timing d'asphaltage pour penser à mettre une piste cyclable sur la bord de cette rue-là, ben, on vient avec une rue plus moderne, puis on vient avec, à la fin, une économie de coût sur l'asphaltage quand on dépend de subventions pour faire la piste cyclable. Fait que, tu sais, tout a été pensé pour que ce soit bénéfique pour la ville puis pour les citoyens. Puis, ce que je prends le temps de préciser aussi, c'est pas parce qu'on s'en va dans une piste cyclable qu'il faut prendre la position de la ville comme une guerre à l'auto, là. Nous, on veut une cohabitation, tu sais, entre les différents usagers de la route. On veut pas bénéficier plus un que l'autre. Puis, je pense que ça va mener à une meilleure attractivité pour la ville de Chandler, que ce soit pour des jeunes familles qui souhaitent s'établir en Gaspésie pour X raisons, puis ils ont à choisir une ville, ben ils vont regarder les villes avant, tu sais, de chercher les maisons à vendre, puis ils vont essayer de voir c'est quoi les offres puis les services qui sont offerts dans ces villes-là. Puis nous, ben en amenant des pistes cyclables, les jeunes familles avec leurs enfants, tu sais, ils pourraient être plus sécuritaires puis plus envie à venir dans une ville avec ces infrastructures-là. Fait que c'est pour ça. Juste des bénéfices pour la ville. Ben, des bénéfices, puis tu sais, on parle, c'est parce que les 93% en accord avec le fait d'avoir une orientation dédiée à la mobilité active, on s'entend que c'est pas juste des crinqués de vélo qui ont répondu, là. C'est des gens qui ont le goût de se déplacer, présentement, qui sont pas nécessairement vraiment en sécurité de le faire. Fait que ça nous dit qu'on va chercher l'ensemble. On va pas en faire bénéficier seulement les sportifs. Puis, au-delà de ça, les commerçants y gagnent, parce qu'il y a aussi des approches au niveau des commerces qui sont situés dans le Grand Chandler, centre-ville. Ces commerces-là ont intérêt à ce qu'il y ait un certain dynamisme et de vitalité du cœur villageois de Chandler, parce que eux autres, ils gagnent au niveau financier aussi, on le voit d'ailleurs ailleurs, mais il y a beaucoup de choses qui sont associées au grand centre au niveau du transport actif. Mais Chandler, le but, c'est de faire ralentir la circulation, pas la faire ralentir pour rien, mais pour permettre aux gens d'avoir le goût pour qu'il y ait une certaine rétention. Fait que c'est ça qui devient intéressant pour le long terme. Puis, en plus de ça, on a fait, en même temps que la réalisation du plan de mobilité active, on a mis un projet pilote en œuvre. Puis si vous l'aviez déjà remarqué, c'était sur la rue Monseigneur-Ross, à peu près entre le CLSC et la Polyvalente. On est venu dessiner une piste cyclable là, sur l'accotement de la rue, avec des délinéateurs, puis du marquage au sol. Puis on a su, comment dire, les bons coups puis les mauvais coups d'une implantation de piste cyclable. Ça va nous permettre d'être encore plus alerte quand on va faire le prochain projet. Puis aussi, c'était pour tester la réceptabilité au niveau de la population. Puis de ce que j'ai entendu, là, les points positifs qui ont ressorti, c'est qu'ils voyaient les gens marcher sur la piste cyclable, sur la piste multifonctionnelle, puis ils se disaient « Waouh, c'est beau de voir le monde marcher, puis le monde à vélo. » Puis moi, je pense que en voyant ça, ça peut influencer les gens déjà moins convaincus à se dire « Let's go, je me donne un élan, puis moi aussi, je prends mon vélo, puis je prends mes jambes. » Fait que tu sais, c'est tout, ça va induire des changements de comportement. Puis oui, on donne un coup pour que c'est payant plus tard. C'est surtout ça. Puis on le sait qu'on est une ville de 5 quartiers qui est très large en termes de kilomètres. Puis on le sait qu'il y a des gens qui ont besoin absolument de leur voiture. On le sait qu'il y a des commerces aussi, que certaines parties de leur clientèle se trouvent à l'extérieur de la ville, même de la MRC. Fait que c'est pour ça que pour le bien de ces commerçants-là, il faut s'assurer aussi que les voitures ont une place dans notre ville, mais aussi les vélos puis les piétons. C'est un beau projet, c'est un beau plan qui a été mis en place. J'ai bien hâte de voir la progression de la mise en place de ça. Donc, très motivant. Oui. Pierre-Luc Arsenault, Marc-André, Noël, merci beaucoup de nous avoir présenté le plan de mobilité active de la ville de Chandler. Merci à vous. Merci. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation.
Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Nous recevons aujourd'hui Samuel Parizet, préfet de la MRC du Rocher-Percé, pour discuter de deux initiatives locales majeures. D'une part, la MRC s'engage à verser 100 000 $ sur 3 ans à la nouvelle fondation Étincelle Jeunesse, soulignant qu'il faut un village pour élever un enfant, dans une région où 56% des élèves fréquentent une école en milieu défavorisé. D'autre part, la MRC lance un appel à projet de 750 000 $ jusqu'à 75 000 $ par projet, destiné aux OBNL et coopératives pour développer des infrastructures et des activités touristiques 4 saisons sur le territoire. Alors peut-être pour démarrer sur ce dossier qui me semblait un petit peu plus gros, là, l'Étincelle Jeunesse par rapport à la réalité sur notre territoire, parce que ce communiqué mentionnait 56% des élèves du territoire du centre de service scolaire qui fréquentent une école avec un indice de défavorisation élevé. Comment à quoi ressemble cette réalité spécifiquement dans l'école de la MRC Rocher-Percé? Est-ce qu'on voit de plus en plus de familles cogner justement à ce genre d'organisme pour avoir de l'aide? C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez nouveau, donc ça vient d'être mis sur pied. C'est sûr que dans une autre vie, moi j'étais intervenant jeunesse, donc oui, j'ai pu voir que les écoles de notre MRC avaient quand même certains enjeux avec les jeunes de notre territoire, certaines choses qui sont mises en place aussi pour pouvoir soutenir. Donc, il y a des choses qui sont mises en place en soutien à l'autonomie alimentaire. Donc, on offre maintenant des plats dans plusieurs écoles du territoire avec un organisme communautaire. Mais aussi, on veut s'assurer que nos jeunes puissent participer à des activités. Parfois, c'est des activités qui coûtent quand même assez cher. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent avoir aussi accès à des vêtements d'hiver qui sont adéquats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là pour répondre aux besoins de nos jeunes dans les 3 MRC. J'ai vu que la MRC injecte 35 000 $ je crois, pour 2026 dans les budgets municipaux là, qui sont déjà, comme on dirait, un peu serrés partout. Est-ce que ça a été facile de convaincre les maires de votre MRC là, pour faire cet effort financier? Effectivement. Donc oui, dans le fond, c'est qu'on s'enligne pour un 100 000 sur une période de 3 ans. Donc c'est pour la première année. C'est sûr que ça a été quand même assez facile. On a tous à cœur le bien-être de nos jeunes. Donc dès qu'on a pu mettre quelque chose en place, on s'est assuré qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait y participer aussi. Mais là, donc, je comprends que la Fondation Étincelle Jeunesse, donc, elle est là pour répondre à ces besoins fondamentaux. Vous les supportez. Après, est-ce que, selon vous, c'est qui doit, en fait, c'est qui doit porter la responsabilité justement de répondre à ces besoins fondamentaux? Est-ce que c'est une question du rôle de l'État, une question des municipalités, des MRC? Comment est-ce que toi, tu vois ça concrètement? Il y a une phrase qui dit que pour élever un enfant, ça prend un village. Donc, c'est vraiment tout le monde ensemble autour pour s'assurer qu'on puisse mettre les bonnes conditions gagnantes pour nos jeunes. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là puissent vivre dans un environnement qui est adéquat pour eux. Donc, que ce soit l'État, les villes, l'école, les parents, la famille, le village. Donc, ça s'assurer qu'on puisse mettre des choses en place pour eux, puis qu'on puisse s'assurer qu'ils puissent se développer là, de façon adéquate et dans un milieu qui est très dynamique pour eux aussi. Moi, j'imagine que ça répondra un peu à ma dernière question. C'est que ce soutien régional, j'ai compris que c'était un investissement direct, que l'objectif global de la Fondation était de ramasser 1,5 million
pour créer des fondations d'un fonds de dotation, pardon. Mais si tu avais un message à transmettre aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les citoyens de la MRC, qui auraient les moyens de contribuer, dans le fond, j'imagine qu'on peut tous, l'idée c'est qu'on peut tous contribuer à cet apport-là. Oui, effectivement. Donc, la Fondation a un site web. Il y a quand même plusieurs façons de pouvoir faire des dons. Donc, on peut soutenir des classes, on peut soutenir des activités, même des écoles aussi. Il va y avoir un tournoi de golf qui va être organisé aussi. Donc, c'est vraiment plusieurs activités qui sont là pour soutenir les jeunes de notre territoire, mais aussi de tous les jeunes sur le territoire du centre de service scolaire René Lévesque. Donc, si vous avez les moyens de pouvoir faire quelque chose, vous avez des sous que vous voulez que ça aide notre belle jeunesse, donc allez-y, faites-le, si c'est possible pour vous. Alors, pour un deuxième dossier, donc je voulais partager parce que vous avez posté là il y a quelques jours justement un appel à projet et j'ai vu que c'était dans le cadre de votre planification stratégique là pour faire développer un peu le tourisme 4 saisons. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de cet appel à projet? Effectivement, donc je pense que c'est notre 3e édition qu'on sort un appel à projet de ce type-là. Donc on met à la disposition une enveloppe de 750 000 qui est là pour pouvoir soutenir tout ce qui est initiative pour améliorer ou créer des activités, des infrastructures, des équipements ou des services touristiques. Puis tout ce qu'on veut, c'est allonger la saison touristique. On veut être une destination qui est 4 saisons. On veut que les gens qui habitent notre territoire aient accès à des activités. Mais on veut aussi que les gens qui le visitent aient accès à des activités aussi à long terme. Donc, c'est un appel à projet qui est destiné pour les organismes à but non lucratif et aux coops, sauf que les coops financières ne sont pas admissibles. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on vise, c'est avoir des retombées directes là, sur le territoire de la MRC. Les projets qui sont admissibles, par exemple, on parle de mise à niveau, on parle de tout ce qui est au niveau de la création d'infrastructures, au niveau touristique, on parle de l'achat d'équipements spécialisés, on parle d'intégration du numérique comme la billetterie en ligne, la traduction, des cartes interactives par exemple, donc des phases qui sont peut-être la phase 1, phase 2 d'un plus gros projet aussi. Donc c'est un aide financière qui peut aller jusqu'à 90% du projet pour un maximum de 75 000 $. Puis c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on veut vraiment mettre notre MRC là, sur la map pour les gens de la place, mais aussi pour les gens d'ailleurs. Puis les gens ont du 16 février jusqu'au 17 avril pour pouvoir déposer leur projet. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est un maximum de 75 000 par projet. Ça veut dire qu'avec le 750 000, l'idée, c'est d'aller toucher une dizaine de projets. C'est bien ça? Effectivement. Puis on voit qu'il y a quand même une plus grosse demande. Rien n'est exclu qu'on peut peut-être augmenter l'enveloppe avec l'accord du conseil, voir quels sont les projets qui peuvent être déposés. Donc, j'ai vu que pour répondre à ces appels à projets, tout ça, et avoir plus d'informations, on peut aller sur votre page Facebook ou sur votre site Internet. Effectivement, puis sinon, une personne à la MRC, Madame Cathy Contant, qui est conseillère en développement socio-économique, donc qui est là pour pouvoir accompagner les OBNL qui veulent déposer. Donc, ça va prendre rendez-vous comme avec elle aussi, là, pour voir qu'est-ce qui peut être possible, puis comment on peut monter le document ensemble. Merci beaucoup, Samuel, pour cette mise à jour de dossier. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités.
Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 418-385-3310. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un vif débat a éclaté en chambre concernant d'éventuelles coupures dans les sorties culturelles scolaires. Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a confronté la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, dénonçant l'incohérence du gouvernement. La ministre a défendu les investissements passés tout en évoquant la nécessité de revoir certains programmes. En Gaspésie, le centre de service scolaire des Chic-Chocs indique n'avoir reçu aucune directive officielle pour le moment, jugeant prématuré de se prononcer sur les impacts locaux, bien que l'inquiétude persiste quant au maintien de l'accès à la culture pour les élèves. Selon Radio Gaspésie, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, Isabelle Gilbert, présidente de Complices Persévérance scolaire, rappelle que la réussite éducative est une responsabilité collective. Selon un sondage, 85% des Québécois s'accordent à dire que l'école n'est pas l'unique responsable du parcours des jeunes. Madame Gilbert souligne l'importance d'encourager la diplomation, notant que 80% des diplômés du DEP ou du collégial occupent un emploi, contre 56% pour les non-diplômés. En Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la situation demeure préoccupante avec un taux de décrochage grimpé à 21,2% l'an dernier. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Cour suprême du Canada accepte de trancher le litige entourant la carte électorale québécoise suite à une demande d'appel du gouvernement du Québec. Au cœur du débat, une loi visant à stopper le redécoupage électoral, jugée inconstitutionnelle par la Cour d'appel après une contestation des élus des Laurentides. Ce dossier est crucial pour la Gaspésie car la proposition initiale de la Commission de la représentation électorale prévoit la fusion de circonscriptions gaspésiennes entraînant la perte d'un député pour la région au profit des Laurentides et du centre du Québec. Le jugement final est attendu dans les prochains mois. Selon Radio Gaspésie, le député de Gaspésie-les-Îles Listigouche, Alexis Deschênes, est nommé porte-parole du Bloc québécois en matière d'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, tout en conservant son dossier des pêches et océans. Succédant à Alexis Brunel-Duceppe, il prône une gestion resserrée mais flexible de l'immigration temporaire pour respecter les spécificités régionales. Monsieur Deschênes appelle également Ottawa à une meilleure répartition des demandeurs d'asile entre les provinces et aborde ce nouveau mandat avec la volonté de porter une vision connectée aux réalités du terrain. Selon Radio Gaspésie, le conflit chez Pascan Aviation atteint son 117e jour de grève, devenant le deuxième plus long de l'histoire de l'aviation canadienne. Les négociations sont au point mort. Le président du syndicat, Jessé Vigneault, dénonce l'utilisation de travailleurs de remplacement, tandis que le copropriétaire Yannick Gagnon rejette la faute sur le dépôt tardif des demandes syndicales. Alors que le syndicat critique un contournement de la loi anti-briseur de grève, la direction maintient que ces pratiques sont légales. Déclenchée le 28 octobre, cette grève s'enlise dans une impasse où chaque partie accuse l'autre d'être responsable de la rupture du dialogue. Le PDG du CIS de la Gaspésie, Martin Pelletier, souligne la valeur et la polyvalence requises pour travailler dans le secteur de la santé en région. Malgré une réduction du déficit et les défis de l'intégration à Santé Québec, les besoins de main-d'œuvre demeurent critiques. En date du 31 décembre, plus de 170 postes étaient disponibles, dont 38 préposés aux bénéficiaires et 20 infirmiers. Le CIS recherche également activement des psychologues et des techniciens en travail social pour combler des vacances persistantes dans ces établissements.
Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.